Al-Hussein, global strategies and international government affairs. Washington has tied itself to this conflict but can't control or explain it. The war in the Middle Eastern country Yemen. Over a week since Houthi rebels in Yemen took over the government, and the international community has responded with grave concern. Several Western countries evacuated their embassies. At least 10,000 people killed, 2 million displaced from their homes, and millions more on the brink of famine. The war in Yemen was never expected to last this long. When the Saudi Yemen is, at the best of times, a deeply unstable nation. Situé au sud de la péninsule arabique, en bordure de la monarchie saoudienne, le Yémen est un des pays les plus pauvres de la région. La plus grande partie de sa population travaille encore dans le secteur primaire, principalement dans la production de café ou d'autres produits agricoles, et dans la pêche, même si celle-ci a été ces dernières années sévèrement mise à mal par la piraterie, très présente dans la région. Mais ces activités représentent une part inférieure à 10% du PIB national. En effet, l'État reste extrêmement dépendant de ses légères ressources pétrolières, gisant dans le centre et l'est du pays, à Marib, Ayad et Massila, et qu'il ne fournit pas moins de 70% des revenus étatiques. En conséquence, la nette baisse des capacités de production depuis 2001, couplée à celle des prix du pétrole depuis 2014, a mis le Yémen sous perfusion de l'aide internationale. Les acteurs traditionnels que sont le FMI, la Banque mondiale ou encore les pays occidentaux ne peuvent se permettre de laisser ce pays tomber dans le chaos, au vu de sa position stratégique à la sortie de la mer Rouge, une des principales routes de commerce par lesquelles passe 40% du trafic mondial. Divisé en deux États jusqu'en 1990, le pays reste encore aujourd'hui très hétérogène. Autour de la capitale Sanaa, et au nord, près de la frontière saoudienne, se trouve la minorité zaïdite, minorité chiite représentant plus de 30% de la population. Plus au sud, près d'Aden, se trouve la majorité sunnite, qui compte les 70% restants. C'est dans ce cadre que le 20 juin 2004, le gouvernement yéménite dirigé depuis plusieurs décennies par le président Ali Abdallah Saleh lance une opération militaire dans les montagnes de la province nordique de Sada contre les partisans d'un certain Hussein Badreddin al-Houthi, un leader zaïdite dont la tête est mise à prix à $55 000 américains. En effet, ce dernier développait une doctrine plus proche de l'islam et profondément opposée aux États-Unis, qui venaient alors de faire preuve de leur impérialisme en Irak et qui était un partenaire très important de Sanaa. Cela s'ajoutait alors au fort sentiment de marginalisation qui sévissait dans cette communauté vis-à-vis du pouvoir central. Il faudra 3 mois aux forces de sécurité pour éliminer le leader, mais cela n'arrêta pas ses partisans. Ceux-ci mettent à leur tête son frère, Abdul Malik al-Houthi, sous lequel il continue le combat, plongeant ainsi le pays plus profondément dans la spirale de la violence, déjà entamée par Al-Qaïda dans la péninsule arabique. L'armée yéménite ne parviendra jamais à éradiquer la menace, tant et si bien qu'en mai 2005, le président leur offrira le pardon présidentiel, à la condition qu'ils acceptent de rendre les armes. Offre que les houthistes refusent catégoriquement. Cela aura pour conséquence la poursuite des combats en 2006, mais la tendance baissière des victimes laisse espérer un retour de paix. Sentiment qui est renforcé en mars par la décision de Saleh de relâcher 600 de leurs combattants. Cette décision fut motivée par l'arrivée de l'élection présidentielle en septembre de cette année et qu'il gagnera largement. Les combats seront ravivés en janvier 2007, lorsque les Houthis attaqueront une installation militaire gouvernementale. Les réactions de Saleh ne se fera pas attendre, et en février, il lancera près de 30 000 soldats contre leurs positions cachées dans les montagnes du nord. Malgré un ratio d'effectifs 10 fois supérieur, les gouvernementaux ne parviendront pas à en venir à bout. Il faudra attendre le 16 juin 2007 pour que la situation se débloque, lorsque sous la médiation du Qatar, les deux belligérants arriveront à un cessez-le-feu qui sera respecté pendant plus de 2 ans, exception faite de quelques accrochages pendant les mois d'avril et mai 2008. Mais cette paix prendra fin le 11 août 2009, quand, sans doute avec le soutien de l'Arabie Saoudite, Saleh décide de lancer l'opération Terre brûlée, afin de définitivement stopper cette rébellion. Mais les troupes piétineront pendant plusieurs mois dans un terrain montagneux hostile, harassé par les guérilleros houthis. Le 4 novembre, ce sont même ceux-ci qui passent à l'action en attaquant un poste frontière saoudien, violant ainsi la frontière. La volonté rebelle était de frapper un partenaire important du gouvernement yéménite, auquel Saleh a emprunté la doctrine wahhabite et qui fournissait aux troupes de celui-ci l'accès à son territoire, pour mieux attaquer leurs arrières. Rien ne peut évidemment pas laisser cette attaque impunie, notamment au regard de sa propre minorité zaïdiste vivant dans le sud du royaume et envers lequel le royaume doit faire preuve de fermeté. Ainsi, le lendemain, l'aviation saoudienne entrera en action et bombardera 6 positions houtistes. Cette action sera bientôt suivie par le déploiement militaire terrestre. Les combats continueront pendant la fin de l'année, et ce sont les Houthis qui, le 25 janvier 2010, offriront une trêve,
promettant de se retirer d'Arabie Saoudite si celle-ci arrêtait son soutien militaire à Saleh. Mais cela n'arrêtera pas les combats à la frontière, et le 31 janvier, c'est le Yémen qui rejeta le cessez-le-feu houthi en raison de leurs exigences d'un arrêt préalable des opérations gouvernementales contre eux, ainsi que des combats toujours nombreux avec l'Arabie Saoudite. Il faudra finalement attendre le 11 février pour qu'un arrêt des combats soit conclu sous la pression des Occidentaux. En effet, ceux-ci, s'inquiétant de la montée d'Al-Qaïda dans le pays, désirent voir Saleh consacrer toutes ses forces à l'éradication de cette menace, plutôt que de celle houtiste. Malgré cette trêve, la violence reprendra courant juillet, faisant plusieurs centaines de morts avant de s'essouffler fin du mois, sauvant de ce fait le cessez-le-feu. Puis arrive le printemps arabe de 2011. Dans la foulée des protestations en Tunisie et en Égypte, la population yéménite descend dans la rue dans la capitale de Sanaa pour demander le départ du président Saleh, tandis que dans le sud, les mouvements séparatistes font de même. La protestation gagne au fil des jours de plus en plus de soutien, dont celui des Houthis fin février. Ces derniers vont également profiter de cette révolution pour attaquer Sada le 19 mars et en prendre le contrôle, mettant ainsi en place un gouverneur hostile au régime. Et tandis qu'en juin, Saleh fuit vers l'Arabie Saoudite, les Houthis, eux, continuent leur avancée en s'emparant des gouvernorats d'Al-Jawaf puis de Hajia, gagnant ainsi un accès à la mer et menaçant maintenant la capitale Sanaa. Dans la capitale, la situation semble s'apaiser lorsque le 23 novembre, Saleh accepte un accord du Conseil de coopération du Golfe consistant à quitter le pouvoir en échange d'une immunité. Si cet accord est accepté par l'opposition politique qui parvient grâce à lui à monter au pouvoir dans un gouvernement d'union nationale, dans la rue, de nombreux acteurs, dont les Houthis, dénoncent un changement de façade vis-à-vis du fait que plusieurs ministres conservent leur poste. Dans la continuité de cet accord, l'ancien vice-président et unique candidat, Abdarbou Mansour al-Hadi, est élu le 21 février 2012, bien que les violences soient encore présentes dans le pays, que ce soit avec les Houthis au nord, les séparatistes au sud et Al-Qaïda à l'est. Les années 2012 et 2013 sont assez calmes, les Houthis défendant leur territoire conquis pendant la révolution contre des milices salafistes locales, tandis que le Sanaa est divisé entre les influences du nouveau président Hadi et de l'ancien homme fort qui n'a pas quitté le pays, Ali Saleh, chacun cherchant à tirer la couverture politique à lui. Mais en 2014, la rébellion houtiste entre dans une nouvelle phase, et en février, ces derniers se portent à l'assaut du gouvernorat d'Amfran, dont ils prennent la capitale le 10 juillet. Tous les regards sont alors tournés vers Sanaa, qui est maintenant à la frontière entre les territoires houthis et gouvernementaux. Et alors qu'en août, de nombreuses manifestations sont organisées par les rebelles contre la décision de Hadi de mettre fin aux subventions pour le carburant, qui cause un doublement des prix de l'essence, sans qu'aucun accord ne soit trouvé, les Houthis attaquent la capitale le 16 septembre, avec le soutien du Congrès général du peuple, le parti de Saleh. Celle-ci passe entièrement sous leur contrôle le 21, provoquant la démission du Premier ministre Mohamed Bazindawa, tandis qu'un accord est trouvé pour la constitution d'un nouveau gouvernement d'union nationale. Cet exécutif est constitué le 9 novembre, mais les Houthis et des partisans de Saleh refusent d'y entrer. Ceux-ci demandent l'éviction de certains ministres jugés incompétents ou corrompus datant de l'ancien régime. Sur le front nord, les Houthis continuent leur prise de contrôle territorial en s'emparant des provinces d'Al-Houdaïda et de Damar, avançant vers l'est dans la province d'Al-Baïda et dans le sud, vers Ib. La réplique des Houthis arrive le 20 janvier 2015, lorsque ceux-ci attaquent le palais présidentiel d'Hadi. Ce dernier est ainsi forcé d'accepter les demandes de ses ravisseurs, à savoir une plus grande présence dans les institutions du pays et une révision du projet de constitution, visant à diviser le Yémen en 6 régions. Celle du nord conférée aux Houthis n'aurait pas accès à la mer, ce qui était pourtant une des revendications de ces derniers. Cet assaut met en lumière le peu, voire l'absence complète de pouvoir de Hadi, ce qui forcera sa démission et celle de son gouvernement le 22. Celui-ci refuse en effet d'être assujetti aux Houthis, qui pourraient utiliser sa légitimité pour étendre leur influence au sud du pays. Mais afin de tenter d'étouffer le chaos qui s'était emparé de la capitale, le Parlement rejette cette démission. Le pays est alors complètement bloqué jusqu'au 6 février, date où les Houthis décident de prendre le contrôle des institutions via la dissolution du Parlement et la création d'un conseil présidentiel et d'un comité révolutionnaire dirigé par le cousin de leur leader. L'objectif est de créer un gouvernement de transition pour une période de 2 ans. Ce coup d'État est rapidement condamné internationalement, exception faite de l'Iran, qui salue l'arrivée au pouvoir des chiites. Le président Hadi parviendra lui à s'échapper de Sanaa le 21 février et rejoindra Aden, qui devient ainsi la nouvelle capitale du Yémen où il résiliera sa démission, se revendiquant comme président légitime et s'opposant en conséquence aux Houthis. 25 ans après la réunification, le pays est à nouveau coupé en deux et rien ne laisse entrevoir un espoir de paix.